Les outsiders du football brésilien s'apprêtent à disputer le match de leur vie. Colombie, nous voilà! Mais au moment d'atterrir, le rêve tourne au cauchemar. On ne pouvait que prier Dieu de nous sauver. Vecteur! Vecteur vers la piste! J'essayais de communiquer. Contrôle radar perdu. On va réussir? Oui. Le monde du football est endeuillé. Et c'est peu de dire que les enquêteurs sont sous pression. Qu'est-il arrivé avant l'urgence? Et l'enquête débouche sur une conclusion ahurissante. On était surpris. Ça passait. C'est absolument inadmissible. En fin de journée, à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, le vol Lamia de 1933 s'apprête à partir. Dans l'avion, l'équipe brésilienne du Chapecoense vit un conte de fées. En route pour la Colombie, elle va terminer une saison qui restera dans les annales. Colombie, nous voilà! Originaire de la petite ville de Chapeco, au sud-ouest de Sao Paulo, cette équipe de milieu de tableau de première division a bousculé la hiérarchie du football sud-américain. Elle va disputer sa première finale dans la prestigieuse Copa Sudamericana. Pour les supporters du club et pour les joueurs du Chapecoense, c'était une sacrée réussite. Bruno Rangel, gol da Chapecoense. Le défenseur Alan Ruschel et le gardien remplaçant Jackson Follman sont devenus amis en jouant pour le Chapecoense. Les joueurs de l'équipe ont toujours été très unis. On voulait le meilleur pour chacun d'entre nous. On formait une famille. C'était notre force. Le club a affrété un avion d'une petite compagnie bolivienne, la MIA. V1, rotation. L'appareil décolle de Santa Cruz de la Sierra à 18h18. Un vol de 4h30 et de 2575 km va le conduire à Rio Negro, près de Medellín, où doit se dérouler la finale aller. Le commandant Miguel Quiroga et l'officier pilote de ligne Fernando Goitia sont des professionnels chevronnés qui totalisent chacun près de 7000 heures de vol. Rentrez le train. Rentrée. En tant qu'observatrice, une pilote bolivienne, Cici Arias, a pris place à bord de l'avion de transport régional Avro 146 RJ85. Le 146 se caractérise par la qualité de sa cellule et de sa conception. Ses 4 moteurs le rendent coûteux à faire voler, mais très fiable. En cabine, les joueurs et le staff se préparent pour le vol. On était tous super contents et on avait hâte d'arriver en Colombie. On voulait commencer à se concentrer sur le match du lendemain. C'était notre première grande finale. Pendant le vol, Jackson Follman se tourne vers son ami, Alan Ruschel. Hé mec, mets-toi à côté de moi. Non, je veux dormir. Alan et moi, on a joué ensemble plus de 10 ans. Je lui ai dit de s'asseoir à côté de moi pour qu'on écoute de la musique. On vivait quasiment ensemble. À Rio Negro, l'effervescence règne pour gérer le trafic au départ et à l'arrivée de l'unique piste de l'aéroport, José María Córdoba. Rio Negro, 2933, bonsoir.
l'OPL entre en contact avec la contrôleuse aérienne Yannette Molina. Lamia 2933, Medellín approche, bonsoir. Contrôle radar. Descendez niveau de vol 230. Établissez-vous sur le VOR Rio Negro. L'équipage doit patienter avant d'entamer son approche, car d'autres avions attendent déjà pour se poser. Attendons un Gemli. L'avion se place en circuit d'attente au-dessus d'un point de cheminement nommé Gemli. Mais quelques minutes plus tard, une demande surprend Yannette Molina. Lamia 2933, demandons priorité pour l'approche. Problème de carburant. Vous demandez approche en priorité en raison d'un problème de carburant? C'est ça? Affirmatif. C'est une demande pour être traitée un peu plus rapidement. Maintenez cap et attendez pour continuer descente. Maintenons cap et attendons pour continuer descente. Faire passer Lavro en priorité bouleverse l'ordre d'atterrissage des avions. Avianca 9771, autorisé approche. Préparez la cabine. L'avion patiente depuis environ 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe? On atterrit? Lamia 2933, demandons vecteur radar. Attendez, il y a un trafic en dessous en approche. Et en plus, il y a une inspection de piste. C'est alors que la situation devient inquiétante. Urgence carburant. Donc je demande à effectuer l'approche finale maintenant. Demandons descente immédiate. C'est très inhabituel de demander à passer en priorité et 30 secondes après, d'annoncer qu'on n'a plus de carburant. Lamia, tournez à droite pour descente. Trafic 1 mile en dessous. Quand un équipage déclare une urgence, tout le monde s'efforce de faire le nécessaire pour qu'il atteigne l'aéroport au plus vite. On n'était pas arrivé? Personne ne nous a rien dit. On ne savait rien. Yannette Molina veut éloigner Lavro des avions sur sa trajectoire. Tournez à droite pour descente. Mais il vire à gauche vers les autres avions. Négatif. On a déjà commencé à descendre vers la piste. Avianca 9771, tournez maintenant au 270. L'équipage n'a pas suivi les instructions et l'avion s'est mis à descendre très rapidement, à toute vitesse. D'ailleurs, il a bien failli percuter un appareil de la compagnie Avianca. Si vous traversez sans autorisation des zones de l'espace aérien affectées à d'autres, vous faites le pari qu'il n'y aura pas d'abordage. En cabine, les lumières s'éteignent, puis les réacteurs se taisent, et ensuite, les passagers sentent l'avion tomber. Je ne me souviens de rien à partir de la chute. On ne pouvait que prier Dieu de nous sauver. Je lui ai demandé de rallumer les lumières et les moteurs. « 2933, panne électrique complète, plus de kérosène. Piste dégagée. Pompiers alertés. Demandez les vecteurs. Vecteur vers la piste. L'équipage veut que la contrôleuse lui indique la direction de la piste. Mais le plot radar de l'avion a disparu de son écran. Je continuais à donner des instructions. Je répétais que la piste était disponible, que les pompiers étaient prêts. Contrôle radar perdu. Quel est votre cap? Cap 360, 360. 9000 pieds. Vecteur. Quand il m'a dit que son altitude était de 9000 pieds, j'ai craint le pire. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Oh Seigneur, s'il te plaît.
On ne peut pas s'enfuir. On a peur. J'étais terrifié. Je ne voulais pas mourir. Je voulais qu'aucun de nous ne meure. J'ai pensé à mon fils qui est pilote. Je voulais être Dieu et pouvoir sauver l'avion. C'était très dur, vraiment très dur. Je n'arrivais pas à croire que tout ça était en train d'arriver. « 29-33 à vous. 29-33 à vous. » L'avion n'apparaît plus sur le radar et ne répond plus à la radio. Yannette Molina est sous le choc. Un drame a eu lieu pendant qu'elle était de service. Le gardien de but remplaçant du Chapecoense a survécu à l'accident. Je me suis réveillé au milieu d'une forêt. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Au secours, s'il vous plaît, je suis ici. Je ne voyais rien du tout. Il faisait trop sombre. Et puis quelqu'un s'est approché et m'a pris la main. On m'a demandé mon nom et mon âge. Et après, on m'a demandé de me calmer. On m'a expliqué qu'on allait m'aider. Quand les sauveteurs arrivent sur les lieux, ils ne découvrent quasiment que des cadavres. Seuls 7 passagers, contre toute attente, sont encore en vie. En plus de Jackson Follman, 3 autres joueurs du Chapecoense ont survécu. Alan Ruschel, Elio Neto et Danilo Padilla. 70 personnes ayant trouvé la mort, c'est une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire du sport. La nouvelle du drame s'est répandue comme une traînée de poudre. À la télévision, toutes les chaînes, y compris étrangères, ne parlaient que de ça. Il n'était question que de cet accident. À la lumière du jour, l'ampleur de l'accident est encore plus frappante. L'Avro 146 a percuté la crête du Cerro Gordo à 2650 mètres d'altitude. Dès le lever du soleil, le service colombien d'enquête sur les accidents aériens, le GRIAA, est à pied d'œuvre sous la direction de Julian Echeverry. Le fuselage s'est retourné à 180 degrés. L'épave indiquait à la fois la position de l'avion par rapport à la piste et l'intention manifeste de l'équipage de se diriger dans sa direction. Les enquêteurs travaillent sans relâche pour réunir des indices. Le train était sorti. Regardez, les volets étaient sortis. L'avion était configuré pour l'atterrissage. Signe que l'équipage effectuait sa descente vers José María Córdoba. Pourtant, l'Avro s'est écrasé à 16 km de la piste. Que cet avion ait fini contre une montagne à 16 km, seulement 16 petits kilomètres de la piste, c'est absolument inadmissible. D'ici, les pilotes voyaient l'aéroport. Les feux de piste étaient allumés. Je ne comprends pas. La tâche du GRIAA s'annonce difficile. Les débris de l'épave étant tombés sur les 2 versants du Cerro Gordo. Mais les indices les plus importants sont justement ceux qui manquent. Pas de brûlure. Pas de carburant. On ne sentait qu'une odeur très diffuse de kérosène sur le lieu de l'accident. Or, normalement, quand un avion s'écrase avec du carburant dans ses réservoirs, cette odeur est nettement plus pénétrante.
Les jauges de carburant sont sur 0. Panne sèche. Évidemment, nous étions sous le choc. C'est plus qu'inhabituel pour un avion de transport de passagers de cette taille de tomber en panne sèche. C'est une situation absolument hors du commun. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Pourquoi l'avion s'est-il retrouvé à court de carburant? Y a-t-il eu une fuite? Les moteurs 1 et 4 sont là-haut. Les 2 et 3 ici avec l'épave. Une fois localisés, les 4 réacteurs sont examinés sous toutes les coutures, mais il n'y a aucune trace d'incendie ou de panne, preuve qu'ils ont fonctionné normalement jusqu'à ce que le carburant manque. Reste donc à déterminer l'origine de cette panne sèche. S'agit-il d'un problème mécanique ou d'une erreur humaine? Le défi, c'était d'envisager toutes les hypothèses susceptibles d'expliquer ce problème. Le monde du football est en deuil. À Chapecó, les supporters se réunissent au stade pour rendre un dernier hommage aux joueurs. L'un des survivants de l'accident, Danilo Padilla, a succombé à ses blessures. Quant aux 3 autres joueurs rescapés, ils sont hospitalisés. Elio Neto est sorti du coma. Alan Rochelle va être opéré à la colonne vertébrale et Jackson Follman doit être amputé de la jambe droite. La première phrase que j'ai dite, ça a été « Je choisis ma vie plutôt que ma jambe ». Je suis reconnaissant à Dieu du miracle de la vie. J'aurais aimé qu'on puisse tous profiter de ce miracle. La médiatisation décuple la pression sur le GRIAA. Entre l'ampleur de l'accident proprement dit et toute l'effervescence qu'il y avait autour, c'est sûr que les enquêteurs ont subi une pression très forte. C'est dans ces conditions qu'ils doivent travailler. J'ai l'autre. Le GRIAA compte sur les enregistreurs pour comprendre pourquoi l'avion n'a pas atteint l'aéroport. Emmenez-le au labo. L'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres semblent en bon état. Mais seul le laboratoire pourra en extraire les données à des fins d'analyse. Les enquêteurs interrogent la dernière personne à avoir parlé avec l'équipage du vol Lamia de 1933, la contrôleuse Yannette Molina. Bonjour. Maintenez cap et attendez pour continuer descente. Quand la transcription de ces échanges avec l'avion fuite dans la presse et sur les réseaux sociaux, beaucoup accablent la contrôleuse. Des journalistes ont raconté que c'était moi qui étais responsable de l'accident. Tous les réseaux sociaux ont relayé leurs propos. Et j'ai même fini par recevoir des menaces. Des gens m'appelaient sur mon téléphone portable. Les enquêteurs analysent chacune de ces décisions. Ça a été très dur. Qu'est-il arrivé avant l'urgence? D'autres avions attendaient? Oui, 3. Ils étaient en circuit d'attente quand Lamia a appelé. Quand l'équipage de la compagnie Lamia est arrivé dans cette zone de l'espace aérien, d'autres avions s'y trouvaient déjà. C'est cet état de fait qui a gêné et qui a même directement retardé le début de son approche. Qu'avez-vous fait à l'annonce de l'urgence carburant? C'est ce qui est dingue. L'équipage m'a prévenu juste avant de s'écraser. Au dernier moment. Ce retard dans la transmission de l'information a placé la contrôleuse dans une situation délicate. Et les enquêteurs doivent savoir comment elle y a fait face. Ils écoutent donc les 18 dernières minutes de communication entre elle et l'avion, enregistrées par le centre de contrôle aérien.
Allons-y. Rio Negro, 2933, bonsoir. Lamia 2933, Medellin approche, bonsoir. Contrôle radar. Descendez niveau de vol 230. Établissez-vous sur le VOR Rio Negro. Attendons à Gemli. L'équipage n'a donné aucune indication. Il s'est borné à confirmer qu'il se plaçait dans le circuit d'attente. Lamia 2933, demandons priorité pour l'approche. Problème de carburant. Et malgré cette annonce, l'équipage ne donne aucune raison à Yannette Molina de s'inquiéter. Vous demandez approche en priorité en raison d'un problème de carburant, c'est ça? Affirmatif. Le copilote a toujours parlé d'une voix calme. Il n'a jamais paru inquiet. Pas le moins du monde. Il était complètement détendu. Attendez, je vais vous donner des vecteurs radars pour l'approche. Environ 7 minutes avant début approche. Attendons vecteur. L'équipage s'est entendu signifier qu'il allait devoir patienter encore 7 minutes avant d'atterrir. Pourtant, là non plus, il n'a pas signalé qu'il était dans une situation critique. L'approche peut attendre jusqu'à quand? C'est seulement lorsque la contrôleuse l'interroge que l'équipage s'explique. Urgence carburant. Donc je demande à effectuer l'approche finale maintenant. Demandons descente immédiate. Pause. Les pilotes déclarent l'urgence carburant après 7 minutes en circuit d'attente. Pourquoi si tard? Quand un avion tombe en panne sèche et que le voyant correspondant s'allume dans le poste de pilotage, l'équipage doit obligatoirement émettre un message de détresse, un Mayday. Et il tourne à gauche vers la piste. Or, ce virage place l'Avro sur la trajectoire d'autres avions dans le circuit d'attente. Lecture. Lamia, tournez à droite pour descente. Négatif. On a déjà commencé à descendre vers la piste. Quelques instants plus tard, l'avion cesse de fonctionner. 2933, panne électrique complète, plus de kérosène. Stop. La déclaration arrive trop tard. Elle ne pouvait rien faire. Le GRIAA conclut que Yannette Molina a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider l'équipage, mais l'enregistrement soulève une autre question. Le voyant d'alerte carburant aurait dû se déclencher bien avant l'approche. Or, l'équipage ne déclare une urgence qu'à ce moment-là. Reste donc à savoir pourquoi les pilotes ont attendu le dernier moment pour signaler le danger. Le voyant d'alerte carburant était-il tombé en panne? L'enregistreur de paramètres contient peut-être la réponse. Les enquêteurs commencent à dépouiller les données contenues dans l'enregistreur de paramètres. Sortez le débit de kérosène. S'il y a une fuite, ça se verra. Allez-y. S'il y a eu une fuite, le niveau de carburant a baissé plus rapidement que prévu, et cela a pu conduire à l'arrêt des moteurs. L'avion a 3 réservoirs principaux. Le réservoir central, approvisionnant en permanence ceux à droite et à gauche qui alimentent les moteurs. Consommation de 453 kg à l'heure en croisière. Très stable. D'après l'enregistreur de paramètres, la consommation de kérosène a été normale pendant tout le déroulement du vol. RAS, voyons le système d'alerte. L'enregistreur fait apparaître les avertissements de bas niveau de carburant. Si le système d'alerte a mal fonctionné, il a peut-être averti l'équipage trop tard. L'alarme se déclenche à 21h15. Impossible. Les pilotes ne déclarent l'urgence carburant qu'à 21h52. Ils étaient au courant depuis 40 minutes et ils n'ont rien dit? Les enquêteurs sont stupéfaits. À 21h15, le voyant de bas niveau de carburant s'allume. Ils étaient à 290 km de Medellin. Ils auraient pu atterrir plus tôt. Ils étaient ici.
Et Bogota est là. À 125 km. Pourquoi ne pas y aller? Normalement, quand l'avertisseur de bas niveau de carburant se déclenche, un Avro 146 peut encore voler pendant 23 minutes, d'après l'avionneur. Aussitôt, on doit se demander où on peut se poser. Le voyant s'allume ici. Mais au lieu de se dérouter vers Bogota, ils volent 29 minutes jusqu'au circuit d'attente, où ils acceptent de patienter encore pendant 7 minutes. Sans avertir la contrôleuse pour le carburant. C'est une violation de toutes les procédures. Après tant de temps, tant d'efforts, tant de formation, comment peut-on prendre des libertés au point de rendre la catastrophe quasiment certaine? Pourquoi prévenir si tard? Et autre chose ne colle pas. 40 minutes après que le voyant s'est allumé, les réacteurs s'arrêtent, à 25 km de l'aéroport. Mais à près de 16 000 pieds, une altitude suffisante pour que l'avion plane jusqu'à la piste. Le Cerro Gordo est à 2650 mètres, donc ça passait. Autre découverte déroutante. L'équipage a sorti le train à une altitude de près de 18 000 pieds. Et une minute après, il a déployé les volets à 33 degrés. La position en configuration pour l'atterrissage. Le train ici et les volets là. Le problème, c'est le timing. À cette altitude, sortir le train d'atterrissage et déployer les volets, cela provoque une résistance aérodynamique très forte. Cela s'est traduit par une réduction de l'altitude lors des derniers instants du vol. Configuré pour l'atterrissage, l'avion tombe. Mais une fois les moteurs coupés, en l'absence de courant, les pilotes n'auraient plus été en mesure de sortir le train d'atterrissage ou les volets. Ils s'y sont donc pris plus tôt. En voyant ça, on se dit qu'ils ont enfreint les règles les plus élémentaires. On sait ce qu'il faut faire pour voler en sécurité et éviter la panne sèche. Mais ces deux hommes n'ont respecté aucune procédure. Pourquoi des professionnels se montreraient-ils aussi imprudents? L'enregistreur phonique permettra peut-être de le savoir. Il y a un souci. Lequel? L'enregistreur a cessé de fonctionner bien avant l'accident. Comment ça se fait? 1h40 avant le drame, l'enregistreur phonique s'est arrêté, empêchant de savoir ce que les pilotes se sont dit juste avant l'accident. C'est un coup d'arrêt pour l'enquête. Malheureusement, il manquait une bonne partie des conversations échangées par les pilotes. Or, leur enregistrement nous aurait été des plus utiles. Les enquêteurs se penchent sur le dossier professionnel des pilotes pour comprendre pourquoi ils ont fait preuve d'une telle imprudence. Tous deux venaient de terminer un contrôle des compétences sur Avro 146. Un contrôle des compétences avait eu lieu quelques mois plus tôt, à Zurich. Le commandant de bord et l'officier pilote de ligne l'avaient réussi. Mais on leur avait signalé tout de même quelques défauts. Et on leur avait suggéré des pistes d'amélioration. Le commandant comptait plus de 3400 heures de vol sur Avro 146. Toutefois, la critique d'un examinateur attire l'attention. Prenez le temps nécessaire pour préparer l'avion en cas d'urgence. Formé dans l'armée de l'air bolivienne, l'OPL pilotait depuis 20 ans. Mais lui aussi a suscité la remarque d'un examinateur qui pose question. En ce qui concerne le copilote, il était écrit qu'en situation d'urgence, il devait dire « Mayday, Mayday » ou « Pan, Pan », comme la procédure l'exige. Les communications avec le contrôleur en cas d'urgence devraient être précises. Déclarer Pan Pan ou Mayday. Donc les deux avaient du mal avec les urgences. Cette découverte expliquait l'enchaînement des événements qui avaient conduit l'équipage à ne pas signaler l'urgence, alors qu'il aurait dû le faire.
Si de telles observations expliquent peut-être pourquoi les pilotes ont tardé à déclarer l'urgence, elles ne disent en revanche rien des raisons qui les ont incités à se montrer si imprudents. Ils ont eu un comportement criminel en poussant l'avion au-delà de ses limites en matière de consommation de carburant et en compromettant sa capacité à atterrir. Leur dossier professionnel révèle que les pilotes avaient tendance à commettre des erreurs dans les situations d'urgence. Mais le GRIAA doit désormais déterminer l'origine de l'urgence carburant. Provient-elle d'une erreur dans le plan de vol? J'ai lu le plan de vol. Il est compliqué. Initialement, l'avion avait été affrété pour un vol Sao Paulo-Medellín, mais il y avait eu un problème. Pourquoi tous ces plans de vol? Parce qu'ils ont été refusés. La MIA étant une compagnie charter bolivienne, des réglementations brésiliennes et internationales lui interdisent d'assurer un vol entre le Brésil et la Colombie. Seuls des exploitants des pays de départ et de destination y sont autorisés. Par conséquent, les footballeurs ont pris un vol régulier jusqu'en Bolivie avant d'embarquer sur le vol Lamia de 1933. La MIA aurait dû savoir qu'il était impossible pour un avion bolivien de décoller du Brésil. Cela dénote des carences dans l'organisation interne de la compagnie aérienne. Voici le dernier plan de vol. De Santa Cruz à Medellín. Soit 2575 km. Ils avaient assez de kérosène? Je vérifie. Les compagnies aériennes doivent prévoir leur consommation de kérosène. C'est un des piliers de l'activité d'un transporteur. Et ce vol ne faisait pas exception. Les autorités fixent des règles très précises en matière d'emport de carburant. Et elles sont essentielles pour l'exploitation d'un avion. Les enquêteurs se rendent à l'aéroport de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, où Lavro a fait un complément de carburant pour savoir quelle quantité il y avait dans les réservoirs. Quelle quantité le vol 2933 a pris? 1636 kilos de kérosène. La quantité de carburant est calculée notamment en fonction du poids et de l'altitude de l'avion. Lavro s'est posé à Santa Cruz avec 7437 kg de carburant et a pris un complément pour atteindre 9073 kg, presque le plein. Et décoller avec 9073 kilos, ça suffisait? Roulage avant décollage, 200 kilos. Les enquêteurs calculent la quantité dont l'avion avait besoin pour un vol direct jusqu'à Medellín. Il faut avoir assez de kérosène pour décoller et voler, pour faire une approche et remontée, pour aller vers un terrain de dégagement, pour rester une demi-heure en circuit d'attente, voire plus si vous allez vers une île lointaine, et enfin pour faire la descente et l'atterrissage. Total, 12 052 kilos. Il manquait environ 2980 kilos. Il y avait juste de quoi aller à Medellín. L'avion ne pouvait parcourir que 80 km de plus que ce que prévoyait le plan de vol. Donc la quantité de carburant était nettement inférieure au minimum prévu par la réglementation. L'équipage n'avait aucune marge de sécurité. Il s'est dit que ça allait suffire, mais il a pris un risque. Mais pourquoi décoller en ayant conscience de ce risque? Les états de service des pilotes révèlent une habitude inquiétante. Ils ont fait Medellín-Santa Cruz 3 fois cette année. Sans jamais reprendre de carburant. Les pilotes avaient effectué le vol en sens inverse, sans avoir la moindre réserve. 50, 40, 30, 20, 10. À chaque fois, cela avait suffi. C'est sûrement ce qui les a conduits à mal calculer la quantité de carburant à prendre pour aller à Rio Negro.
La consommation est moins importante dans ce sens parce que Rio Negro est à une altitude plus élevée. La montée est plus courte, donc moins gourmande en kérosène. C'est sûrement un des facteurs qui leur ont permis d'arriver à Santa Cruz de la Sierra. Étape suivante, déterminer à quel moment les pilotes se sont rendus compte du problème de carburant. Écoutons ce qu'ils se sont dit. Les enquêteurs écoutent les échanges entre les deux hommes avant l'interruption de l'enregistreur phonique. On est mal. 1450 kilos. Ça ne suffit pas. Ils parlent déjà du problème de carburant. Ouais. L'équipage savait qu'il consommait plus que prévu. En écoutant l'enregistrement, on a constaté que les pilotes savaient sans l'ombre d'un doute qu'ils n'auraient pas assez de kérosène pour arriver à destination. Il y a quoi avant Bogota? Laetitia. Ça irait? Il y a plus de services d'escale à Bogota. Alors Bogota. On entend même des conversations entre les deux hommes où ils se demandent s'ils peuvent atterrir à Leticia, en Colombie, à Cali ou encore à Bogota pour y reprendre du carburant. Mais finalement, ils se sont ravisés. Lamia 2933, contrôle radar. Je vous confirme que votre route est dégagée. Poursuivez vers Rio Negro via Nirso. Un changement de route? Ouais. On a une route directe. Le contrôleur proposant une route plus directe, le temps de vol et donc la consommation de carburant seront réduits. Comme cette route était plus courte, les pilotes ont changé d'avis. Ils ont continué à voler en direction de Rio Negro. On a de quoi y aller? Il reste 1450 kilos. On continue? Oui. Ils tentent. On ne va pas à Bogota. Non. On y a déjà réfléchi. C'est plié. On ne va pas à Bogota. Ils pensaient y arriver. Ils sont passés à proximité de Bogota, mais ils s'en sont tenus à leur idée initiale, atterrir à Medellín. Pour nous, enquêteurs, il est très difficile de comprendre une telle décision. L'accident ne serait jamais arrivé si les pilotes avaient repris du carburant à Bogota. Mais ils auraient alors dû expliquer aux autorités pourquoi ils avaient décollé avec trop peu de kérosène. Qui plus est, l'équipe de football serait arrivée en retard. Mais nul ne saura jamais de quoi les pilotes ont discuté, car l'enregistreur phonique s'est arrêté. On s'est demandé pourquoi il avait cessé de fonctionner. Parmi les hypothèses possibles, il y avait un problème électrique ou l'arrêt de l'enregistreur par quelqu'un dans le poste de pilotage. L'explication la plus probable n'est pas celle de la panne, mais celle de l'être humain qui ne voulait pas qu'on sache ce qu'il faisait et qui a retiré le coupe-circuit. En tout cas, c'est celle qui a ma préférence. Mais pourquoi des pilotes ressentiraient-ils le besoin de dissimuler leurs actes ?